C'est dans la capitale sénégalaise que l'on enregistre le plus grand nombre de bâtiments qui menacent ruine. 337 ont été recensés à Dakar. Un chiffre publié par la direction de la protection civile. Un risque bien réel pèse donc sur la vie des occupants de ces appartements ou autres lieux d'habitation. Manque d'entretien ou défaut de construction, bienvenue dans ce nouveau numéro de Terra. Tout de suite, le sommaire. Pour ce numéro de Terra, nous parlerons des bâtiments qui se sont affaissés au Sénégal entre 2000 et 2015 et ceux qui menacent ruine. Au menu de ce Terra, il sera aussi question du casse-tête des chefs de famille à trouver un logement. Nous parlerons également des normes de construction, de la législation et nous terminons avec notre invité. À l'intérieur du pays, le nombre de bâtiments répertoriés qui menacent de s'effondrer s'élève à 35. Très peu comparé à la région de Dakar. Alors focalisons-nous sur la capitale. 13 personnes ont perdu la vie dans des effondrements de bâtiments. La direction de la protection civile, pour éviter pareil cas de figure à l'avenir, a décidé de renforcer les opérations de prévention et de sensibilisation. Mais devant la mauvaise foi de certains et l'entêtement d'autres, un drame peut vite arriver. Au moins 45 personnes sont mortes depuis 2000 dans des effondrements de bâtiments. Une révélation du cabinet de contrôle et de conseil SIC qui s'est penché sur les récents affaissements d'immeubles. Des chiffres qui ont été publiés en avril 2015. L'épisode le plus mémorable, l'effondrement d'un immeuble en construction à Ouakam. Bilan, 2 morts. Quelques jours après à Thiaroye, un autre bâtiment s'affaisse, également 2 morts. En mai 2013, à la cité Tobago sur la VDN, les habitants ont vu un immeuble de 4 étages en construction s'affaisser comme un château de cartes. La société de services d'inspection et de conseil a recensé un total de 37 sinistres similaires entre 2000 et 2015. Aucun de ces sinistres dénombrés depuis cette année dans le pays ne sont liés à des catastrophes naturelles, mais sont plutôt dus à la négligence des hommes et au non-respect des normes de construction. La structure plaide pour un respect plus strict des normes de construction afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Elle avait lancé en septembre 2014 les 12 recommandations destinées à éradiquer ce fléau d'effondrement de bâtiments en phase de construction. Aujourd'hui, il urge de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est une construction familiale. Mariem Chomban vit ici depuis sa tendre enfance. La maison n'est plus ce qu'elle était. Le poids du temps a fait son effet. Aujourd'hui, le bâtiment devrait faire l'objet d'une réhabilitation. Mais Mariem Chomban peine à le matérialiser. Nous avons un bâtiment qui doit être rénové, mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Je n'ai qu'un enfant et il n'a pas les ressources qui lui permettent de pouvoir me venir en aide. J'appelle les bonnes volontés à nous donner un coup de main. Elle partage cet espace avec d'autres membres de sa famille, mais la concession a été séparée en 2 parties. Les occupants ne s'entendent pas. Une partie de la maison a été réhabilitée récemment. C'est une concession familiale. Quand le chef de famille est décédé, la famille s'est divisée. Ils se sont partagés l'héritage et chacun a décidé d'aller son côté. Ceux qui ont les moyens ont pu rénover leur partie. L'autre non. Vraiment, nous avons besoin d'aide. Moi, je n'ai pas les moyens de le faire. En période d'hivernage, la maison devient invivable. On ne peut rien faire jusqu'à ce que le ciel ferme ses vannes. On n'a pas de cuisine. La maison est très étroite. Les occupants n'excluent pas de collaborer avec un promoteur afin de trouver les ressources nécessaires pour rénover la maison. Un choix certes difficile, mais la réalité du quotidien l'impose. 95% des maisons aux alentours coopèrent avec des promoteurs. On baille les lits pendant une certaine période. Ça leur permet de pouvoir joindre les 2 bouts à la fin du mois. Maintenant, c'est le promoteur qui fixe les règles. Il installe des cantines qu'il loue ensuite. En contrepartie, un pourcentage est versé aux propriétaires de la maison. Ils sont nombreux à vivre la même situation que Mariem Chomban. Conscient du risque permanent qui les guette, le manque de moyens constitue le principal facteur bloquant qui les empêche d'habiter dans un endroit plus décent.
Le ministre de l'Intérieur a attiré l'attention du public sur la protection sociale et la sensibilisation sur les mesures de prévention face aux accidents et catastrophes. Abdoulaye Daouda Diallo assure que le gouvernement prendra toutes les dispositions et mesures idoines pour renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des services de protection et de sécurité civile. Le 1er mars a été célébrée la journée mondiale de la protection civile. Le lancement s'est déroulé à Yoff. Magal li di bés bu ñu jagleel protection civile maanaam kaaraange askan wi li ko tax a jóg mooy ñu kël kuréelu nguur gi nga xam ne dañuy sàmm lii di askan wi ak it ñaax askan wi ci ñu ñu mën a def ngir fagaru ak taxawaay bi ñu mën a am su leen accident wala benn jéye dalee. tey mbëbëtu jot li ñu yóotu doon na jafe-jafe ci ñi seq mbir mi ñoom ñee sax nga xam ne ñooy doxal politique bi nguur gi tëral ñeel kaaraange askan wi li ma wóor ba wóor moo di saafara yi ñu mën a indi ci tolof-tolof yi ak it jëye yi ñu jànkonteel moo di rek fexe yar ak it ñaax askan yi surtout ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi. ren di thème bu ñu jàpp mooy protection civile et nouvelles technologies de l'information maanaam kaaraange askan wi ni ñu koy jokkalante ak xarala yu yees yi. Yoff moo dalal pour ñaareelu yoon bi xew-xewu bés bi. protection civile laata mu am njëriñ faw mu ànd ak communication bu yàgg te communication boobu ñoo ngi koy rafetlu actuellement si wàllum surtout nouvelles technologies de l'information et de la communication. dootuñu yem si rajo rek dootuñu yem si télévision rek fokk ñu utiliser téléphone yi fokk ñu utiliser informatique de façon générale. njiitu réew mi fas yéene na taxawal ab centre opérationnel de gestion interministérielle des catastrophes et crises COGIC laata loolu nag ñoo ngi ñaan askan wi ñu dugal seeni loxo ci li dëgëral jumtukaay yi ñu fi taxawal ngir sàmm kaaraange askan wi. Malgré l'urbanisation galopante au niveau de la capitale, beaucoup de chefs de famille peinent à trouver un lieu d'habitation digne de ce nom. À cela s'ajoute la cherté du loyer, ce qui explique très souvent que ceux qui habitent dans de vieux bâtiments ont du mal à trouver une solution de rechange. Trouver un habitat décent à Dakar relève d'un véritable casse-tête. Pourtant, à une époque, on pouvait s'en procurer avec peu d'efforts et de moyens. Trouver à l'unité 11 des Parcelles Assainies, ce père de famille ne dit pas le contraire. Ici aux Parcelles, à une époque, les terrains se vendaient à 6 000 francs. Et les taxes de procédure se levaient à 15 000 francs. Plus de 3 millions de la population sénégalaise restent concentrés dans la capitale sénégalaise, avait révélé le dernier rapport de l'ANSD sur le recensement général de la population et de l'habitat en 2013. Avec l'évolution, la densité démographique et l'exode rural sont devenus les principaux facteurs qui viennent en rajouter aux difficultés à avoir une demeure. Même les fonctionnaires n'échappent à ce besoin pressant. Il y en a qui gagnaient tranquillement leur vie, mais préféraient en profiter. Ils ne pensaient pas à acheter une maison. On proposait à des gens des terrains, mais ils n'en voulaient même pas, soutenant que l'endroit n'était pas propice à l'habitation, car c'était une forêt. Mais aujourd'hui, trouver une maison n'est pas chose aisée ici. J'ai vu des gradés de l'armée qui ont travaillé toute leur vie sans avoir de maison. Tout cela est dû à un manque d'organisation, à mon avis. Pour ces personnes âgées, avoir un toit découle d'une volonté personnelle. L'argent, c'est la chance. Mais pour une maison, il faut de la rigueur. C'est la volonté qui permet d'avoir une maison. Mais également croire en Dieu, car c'est lui qui détermine les choses. C'est la responsabilité qui permet d'avoir une propriété. Si on a l'argent, sans cela, on ne l'aura pas. Beaucoup ont travaillé presque durant toute leur vie, mais au final, ils n'ont pas réussi à avoir un toit. Toutefois, ces anciens recommandent à la jeune génération d'être animée d'une volonté de construire et d'en faire un besoin incompréhensible. Castro Fidel est maçon. Trouvé à la cité Tobago sur la VDN, il s'active pour terminer dans les délais le chantier qui lui a été confié. Selon lui, la solidité d'un bâtiment passe par le respect du plan de l'architecte. Pour un bâtiment soit solide, la plupart aussi, il faut que le maçon respecte les normes. Les normes données par l'architecte. Les dimensions, tout ça là, tout est calculé par l'architecte. Il y a des longueurs de redressement qui se trouvent en bas.
Oui, ça départ ensemble avec la semelle, le pied du bâtiment. Le dosage des matériaux est tout aussi important. Il faut veiller à ce que la qualité du ciment, du béton, du sable et de l'eau utilisée soit conforme aux normes édictées. Des fois, il y a des techniciens qui sont sur le chantier, ils donnent le dosage au maçon. Mais s'il n'y a pas un technicien, le maçon lui-même en personne, il sait faire. Ouais. Les cas d'affaissement d'immeubles en construction s'expliquent selon Castro Fidel par le non-respect des règles de construction. Les portées sont trop longs, il n'y a pas assez de poteaux, ils n'ont pas respecté le fer qu'il faut. La dose aussi, c'est mal fait des fois. Le Sénégal peut atteindre 0 cas d'effondrement d'immeubles. Castro Fidel soutient que le pays dispose d'ouvriers de qualité qui peuvent mettre des édifices durables si on leur donne les matériaux nécessaires. L'autorisation de construire ou permis de construire vise à garantir le respect de normes urbanistiques et architecturales. Il est exigé pour les travaux neufs de construction la réalisation de clôtures d'une hauteur dépassant 2 mètres, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros œuvres, les surélévations et les travaux entraînant une modification importante de la distribution intérieure des bâtiments existants. Il concerne tous ces travaux, quel que soit l'usage, habitation ou autre du bâtiment. Le permis de construire doit être renouvelé au bout de 3 ans si les travaux ne sont pas terminés. Qui peut demander une autorisation de construire? La demande de permis de construire doit être initiée par la personne physique ou morale propriétaire des lieux ou par une personne dûment mandatée. Elle s'impose aussi aux administrations, aux services publics et concessionnaires de services publics de l'État, aux communes et aux communautés rurales. Ainsi, le propriétaire s'assure que les droits d'usage qui lui ont été concédés sont réels et que l'ouvrage prévu présente toutes les garanties de sécurité. C'est l'heure de recevoir notre invité, comme nous le faisons dans chaque numéro. Nous serons cette fois avec Monsieur Abdoulaye Martin Samb. Il est le 2e adjoint au maire de la Médina. Ensemble, nous aurons discuté des risques d'effondrement qui pèsent au niveau de cette commune. Monsieur Samb, où sommes-nous actuellement? Bon, plus précisément, nous sommes à la Médina, à la rue 25, angle 18 bis. Alors, le site sur lequel nous nous trouvons fait partie des bâtiments qui ont été recensés par votre commune. Par notre commune et qui font l'objet d'une démolition. Oui. Actuellement, nous sommes sur ce site en train de démolir le bâtiment. Ce bâtiment-là faisait l'objet vraiment d'une menace réelle de ruine. Oui. Raison pour laquelle nous avons pris l'arrêté et nous avons évacué les personnes et nous sommes en train de démolir entièrement pour sécuriser ce site. Nous sommes avec notre invité, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Abdoulaye Martin Samb, qui est le 2e adjoint au maire de la Médina. Monsieur Samb, merci de nous accorder cette entrevue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, la direction de la protection civile a publié cette année un rapport qui fait état de 337 bâtiments qui ont été recensés, qui menacent ruine. Vous, quand vous entendez cela, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier vraiment de cette occasion, donc pour parler à la population. Vraiment, c'est avec vraiment une désolation que vraiment nous apprenons les études de la protection civile. Mais vraiment, ces études-là vraiment nous confortent dans notre politique, nous, à la Médina. Parce que très tôt, on a pensé qu'une commune comme la Médina, une commune centenaire, vraiment, qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, vraiment est une vieille commune. Raison pour laquelle le conseil municipal a très tôt tiré le taureau par les cordes, c'est-à-dire que dans son budget de cette année-ci, on a prévu vraiment un montant, on a alloué un montant pour vraiment les bâtiments qui menacent ruine. Cette année-ci, on a décidé vraiment de régler la question parce que en fait, il ne se passe jamais un mois sans qu'il y ait un effondrement à la Médina. Et cette année-ci, vraiment, on a voulu régler le problème, raison pour laquelle nous avons recensé tous les bâtiments qui menacent ruine. Vous en avez combien? À peu près, nous en avons une vingtaine qui menacent réellement ruine et qui font l'objet d'un rapport de la part de la commission de la protection civile et des services de l'État. Le maire a pris un arrêté
pour évacuer les personnes vraiment qui vivent dans ces bâtiments. Et ensuite pour les démolir. Vraiment, les arrêtés ont été signés. Je pense que nous sommes en train de procéder à la démolition de ces bâtiments-là. Ce lot qui a été recensé, est-ce que parmi ces bâtiments, il y en a qui devraient faire l'objet d'une réhabilitation ou tous doivent être démolis? Non, tous doivent être démolis. Parce que vraiment, la vastituité de ces bâtiments-là vraiment ne permet plus à des familles d'y vivre. Raison pour laquelle nous avons pris vraiment un arrêté pour les évacuer et pour démolir entièrement ces maisons-là. C'est le cas sur le site c'est le cas de ce site-là sur lequel on est vraiment, ça illustre parfaitement l'état de dégradation des bâtiments et vraiment que le rôle que la mairie est en train de jouer pour vraiment sécuriser les populations en évacuant vraiment les populations et en vraiment démolissant les bâtiments. Alors comment ça se passe? J'imagine que ça risque d'être un peu tendu. Très souvent quand on a des personnes qui habitent quelque part et qui a cette affinité-là avec un espace, alors est-ce que c'est facile de pouvoir les déguerpir et leur demander de changer de site? Non, c'est jamais facile, vous savez. Comment vous vous y prenez? Parce que c'est des populations qui habitent depuis belle lurette, depuis le grand-père ou bien le arrière-grand-père. Donc, avec le dialogue, nous parvenons vraiment à leur sensibiliser, à leur faire comprendre que cette menace-là existe réellement à la Médina. Parce qu'à la Médina, comme je l'ai dit tantôt, chaque 1 mois, chaque 2 ou 3 mois, vraiment, il y a un bâtiment qui s'effondre, il y a des victimes, on a vraiment, c'est un problème réel à la Médina. Raison pour laquelle nous les avons sensibilisés en leur faisant comprendre que vraiment il y a des risques de perte de vie humaine. Alors les bâtiments qui ont été recensés, est-ce que c'est un défaut de construction qui se présente ou c'est l'absence d'entretien? Bon, c'est l'absence d'entretien en grande partie parce que vous savez, c'est des bâtiments qui datent de 1950, de 1960, c'est des bâtiments, c'est des vieux bâtiments, donc qui n'ont jamais fait l'objet de réflexion. Donc je pense que également il y a un autre phénomène, c'est-à-dire que c'est le phénomène de l'octroi des permis de construire. Ça, je pense qu'on doit revoir le système de l'octroi des permis de construire. Et aussi, un contrôle doit se faire a posteriori. C'est-à-dire qu'après l'octroi du permis de construire, on doit pouvoir voir selon le promoteur la construction qui est en train d'être faite sur le site. Est-ce que c'est en conformité avec vraiment le permis de construire? Est-ce que c'est en conformité également avec le code de l'urbanisme? Tout ça, c'est vraiment un travail à faire en aval. C'est-à-dire qu'un travail à faire après l'octroi du permis de construire. On doit pouvoir vraiment avoir les garanties, les conditions pour vraiment construire de manière légale et de manière suivant les normes de l'urbanisme. Et ça, en général, ça pose problème. Alors, nous revenons sur les occupants. Une fois que vous les avez déplacés du site, est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement qui est prévue? Oui, si, c'est là où il y a un problème. Parce que depuis que... Vous ne disposez pas de sites pour les accueillir? On ne dispose pas assez de moyens. Et on remarque qu'à chaque fois, la mairie est obligée de les reloger. La mairie est obligée de les donner une subvention pour leur permettre de les trouver ailleurs. Donc tout ça, c'est un budget conséquent, raison pour laquelle la mairie a décidé cette année, vraiment dans son budget, de sortir un montant de 9 millions de francs, vraiment pour vraiment menacer, pour vraiment appuyer les gens qui sont dans les sinistres et également démolir les bâtiments. L'espace, qu'est-ce que ça va servir après? Par exemple, sur le site sur lequel nous nous trouvons. Non, l'espace est privé. C'est-à-dire que l'espace est privé, c'est des maisons privées qui appartiennent à des tiers. Mais ces tiers-là, des fois, ils n'ont pas les moyens vraiment de reconstruire les maisons ou bien ils n'ont pas les moyens de démolir. La mairie est prête à les accompagner pour vraiment trouver une issue heureuse. Vous me disiez, juste en face, nous avons un bâtiment qui a été, disons, libéré aussi. Je prends le même cas de figure se présente. Vous ne craignez pas qu'il y ait des gens qui viennent squatter à l'intérieur, puisque comme ça, de loin, on peut se dire qu'il y a des gens qui peuvent essayer d'aller à l'intérieur? Oui, comme vous savez, je l'ai dit tantôt, toutes ces maisons-là ont été scellées. Vraiment, on a déguerpi les gens qui habitaient, les familles qui y vivaient, on les a vraiment déguerpis, on les a fait sortir. On a scellé les maisons pour éviter que les gens squattent les maisons pendant la nuit. Vous savez que les quartiers comme la Médina, c'est des quartiers où il y a un fort taux de SDF. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas où habiter, qui habitent à la Belle Étoile, qui habitent ou bien qui dorment dans les rues. Raison pour laquelle on a scellé ces maisons-là pour des mesures de sécurité. Avec la police c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier les
services de l'État, notamment la préfecture, le sous-préfet et également le commissaire de la Médina, vraiment qui nous accompagne tout le temps dans notre mission. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui est permanent parce qu'on voit des marchands qui sont à côté? Oui, vous savez, de toute façon, nous avons sécurisé la maison. Bon, les marchands qui se trouvent à côté, aux alentours, vraiment, nous avons sommé également de déguerpir parce que, comme je l'ai dit, dans notre projet, nous allons démolir les maisons. Donc, nous avons donné des sommations pour vraiment quitter les lieux, pour leur permettre de faire le travail. Alors, vous avez dit une vingtaine de maisons qui ont été recensées. Vous fixez un délai de combien de temps pour pouvoir, disons, sécuriser tous ces sites-là? Bon, c'est sous un délai d'1 an. C'est au cours de cette année. Mais d'ici décembre, Inch'Allah, je pense que toutes les maisons qu'on a ciblées vont commencer à être démolies. Donc, c'est le cas actuellement de ce site-là. Vraiment, nous avons commencé. Il y a d'autres sites qui vont suivre également au niveau de la Médina. On a ciblé 3 ou 4 à partir de ce mois qui vont être également démolis. Donc d'ici le mois de décembre, nous allons au moins démolir une dizaine de maisons à la Médina. Donc pour le reste, ça va se poursuivre l'année prochaine. On va progresser de manière graduelle, quoi. Nous allons vraiment éradiquer tout le fléau au niveau de la Médina. Au-delà des maisons qui menacent ruine, on a vu sur certains sites, comme c'était le cas à Ouakam, un bâtiment par exemple qui était en construction et qui s'est affaissé sur les maçons qui étaient à l'intérieur. Ce genre de cas de figure, est-ce que cela s'est présenté dans votre commune? Non, dans notre commune, non. Dans notre commune, à vrai dire, notre problème c'est la vétusté des bâtiments. C'est-à-dire que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, un quartier vieux où les bâtiments sont vraiment, ont fait plus de 50 à 60 ans. Donc c'est normal qu'il y ait de la réhabilitation. C'est l'absence de la réhabilitation en général qui pose problème. Mais pour ce qui est des nouveaux bâtiments, nous on a un service technique vraiment assez outillé pour ça. Donc qui fait vraiment son rôle, qui contrôle les bâtiments, contrôle les normes de sécurité. C'est en fait cela qui pose un problème au Sénégal. C'est vraiment le contrôle des bâtiments qui pose problème. C'est pour cela que j'interpelle les communes, les corps de l'État, notamment l'inspection du bâtiment. Vous travaillez avec eux? Oui, on travaille avec eux. Ici, au niveau de la Médina, nous n'avons pas ce problème-là de contrôle des bâtiments parce que nous sommes en train tout le temps de contrôler tous les bâtiments qui se trouvent dans notre aire communale. Donc, nous sommes en train de voir si les bâtiments qui sont en train d'être construits au niveau de la Médina sont réellement sont conformes à la loi, sont conformes aux normes de construction. Quel est aujourd'hui le message que vous lancez aux populations de manière générale, ceux qui habitent dans les maisons présentant ces cas de figure? Ouais. Donc, bon, c'est l'appel que je lance aux populations, c'est pour leur dire que la vie humaine est sacrée. Donc, raison pour laquelle, vraiment, il faut une collaboration, vraiment, avec la mairie et les riverains, vraiment, les populations. Bon, donc, pour leur dire que, vraiment, tous les bâtiments qui menacent ruine doivent faire l'objet, vraiment, d'une évacuation et faire l'objet d'une sécurisation. Donc, pour permettre à la mairie de pouvoir les démolir. Donc, il faut qu'ils collaborent avec la mairie et les services de l'État pour leur permettre vraiment de renforcer leur sécurité. C'est pour leur sécurité eux-mêmes que nous le faisons. C'est pour la sécurité des populations, c'est pour la sécurité de notre commune que nous le faisons. Donc nous leur demandons une franche collaboration. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Merci monsieur Abdoulaye Martin Samb. Je rappelle que vous êtes le deuxième adjoint au maire de la Médina. Ensemble, nous avons essayé de discuter des problèmes liés aux bâtiments qui menacent ruine au niveau de cette commune. Restez avec nous, vous aurez la suite. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Et cette fois, nous serons à Ouakam et nous parlerons des vieilles habitations, le risque qui pèse dans la localité une fois qu'une catastrophe se présente. Ne bougez pas, nous serons du côté de chez vous.